Bonjour. Bonjour. Alors, salam alaikum pour tous. J'espère que vous allez bien ainsi que vos familles. Bon, suite à cette situation de pandémie, nous sommes obligés d'utiliser cette technique de l'enseignement à distance afin de vous permettre d'acquérir ce qui reste dans la matière fondation et ouvrage géotechnique. C'est vrai que ça fait 3 mois qu'on est pratiquement en vacances et c'est la raison pour laquelle la séance d'aujourd'hui est beaucoup plus. C'est une révision de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Donc, je vous rappelle que nous avons fait la première séance qui concernait le calcul et la détermination de la capacité portante des sols, Oui, à partir, bien sûr, de la charge limite de la rupture. Et nous avons fait aussi un chapitre concernant les fondations superficielles et un autre concernant les fondations profondes. Donc, avant de passer aux autres chapitres, oui, j'ai jugé nécessaire que qu'on va faire une séance au moins de petits rappels concernant tout ce que nous avons fait hein, en présentiel. Donc, sans trop tarder, euh, je vais vous rappeler que le premier principe, le premier principe des calculs des fondations, c'est un principe aussi et c'est un problème de stabilité qui est lié directement à la rupture, ou plutôt à la contrainte de rupture d'un sol qui est chargé en surface. Alors la question qui se pose est comment peut-on estimer cette pression qui est maximale et laquelle le sol peut résister avant que la rupture se se produise. produit. Cette contrainte, c'est la contrainte de la rupture. C'est-à-dire nous allons chercher à calculer ou déterminer la contrainte limite qui peut supporter un sol suite à un chargement qui est en surface avant qu'il y aura une rupture. Et c'est à partir de cette contrainte que nous allons déterminer ce qu'on appelle la capacité portante des sols. Alors, il faut savoir aussi que la contrainte de rupture liée à 3 modes. D'abord, soit un cisaillement qui est général, soit un cisaillement qui est local, soit un poinçonnement. Alors, Oui, lorsqu'on dit cisaillement général, ça veut dire que la rupture, elle est généralisée. Pratiquement tout le site où se trouve le bâtiment, il est en rupture. Tandis que le cisaillement local, c'est une rupture, comme son nom l'indique, locale. Ça veut dire qu'elle elle se caractérise ou elle se localise dans un point donné. Et le poinçonnement, bien sûr, comme vous le savez tous, c'est une déformation qui est verticale. Ça veut dire que c'est un enfoncement de la semelle dans le sol. Donc, il n'y a pas de déformation latérale, mais c'est beaucoup plus une déformation qui vertical, est verticale. vertical. Alors, si on veut voir en détail ce qui se passe au niveau d'un cisaillement qui est global, regardez, vous avez par exemple une semelle ici qui repose sur un sol. Alors, si cette semelle transmet un chargement à ce sol, il y aura une déformation. Et cette déformation se traduit par d'abord la formation de ce petit triangle qui se trouve juste au-dessus de la semelle et qui n'est pas déformable. Ça veut dire qu'il n'y a pas de déformation ici. Plutôt, la déformation se trouve de part et d'autre de la semelle. C'est ce que vous voyez ici en
courbe. Alors, lorsqu'il y aura eu un cisaillement global, alors regardez ici, dans le schéma de chargement par rapport à la déformation, lorsqu'on augmente le chargement, hein, la déformation augmente jusqu'à atteindre un maximum. Et puis, même si on augmente le chargement, hein, la déformation, elle continue à augmenter d'une manière extraordinaire. Et c'est là qu'on appelle le point de maximum. C'est ici que la rupture a eu lieu. C'est ce qu'on appelle une rupture générale. Hein? En anglais, c'est General Shear Failure. Par contre, pour une rupture qui est liée au poinçonnement, alors regardez, vous avez la même chose, la même semelle qui se trouve ici, qui repose sur un sol. Il y a aussi la formation du triangle qui se trouve au-dessus de la semelle et qui n'est pas déformable. Par contre, étant donné que la charge ici est verticale, donc le sol ou là plutôt cette semelle s'enfonce dans le sol d'une manière verticale. Il n'y a pas de déformation latérale. C'est ce qu'on appelle une rupture par poinçonnement. Et là, si on trace la variation de la charge ou l'augmentation du chargement qui est en surface par rapport à la déformation, on voit qu'il n'y a pas le pic. Ça veut dire la charge augmente et la déformation augmente aussi, jusqu'à une petite stabilisation au niveau de la charge. Ça veut dire que s'il y a un incrément de variation de charge qui est pratiquement minime, la déformation est très importante. Et c'est à partir de ce point de courbure qu'on définit la rupture. Alors, bien sûr, pour pouvoir faire ces calculs et la détermination de cette contrainte de rupture, que ce soit une rupture généralisée ou une rupture par poinçonnement, le premier qui a essayé de simplifier les choses, c'est Vésik. C'était en 1973 où il a développé une abaque, une abaque. Sur la base de cette abaque, on peut savoir si notre sol il aura affaire à une déformation générale ou une déformation locale ou un poinçonnement. Alors, et ça, sur la base de quoi? Sur la base de, d'abord, B sur B, D, c'est l'ancrage de la fondation, et B, c'est la largeur de la fondation. Par contre, ici, c'est la densité relative. C'est par rapport à la densité relative. Ici, l'exemple que je vous présente, c'est un exemple d'un sable. Alors, la densité relative, c'est la mesure simple que vous faites au niveau du laboratoire. Donc, sur cette barre, on voit très bien que si, par exemple, vous avez un sol qui a une densité relative de 60% ici, et vous avez un D sur B qui est égal à 2, par exemple. D, c'est l'ancrage, ça veut dire l'enfoncement de la fondation. B, c'est sa largeur. Si vous avez un D sur B qui est égal à 2, une densité relative qui est égale à 60%, ça veut dire l'intersection se trouve ici. Et là, nous sommes dans le domaine où il y a une rupture locale. Ici, c'est la rupture locale. Si, par exemple, vous avez une densité relative à 80% et un D sur B qui est égal à 1, nous sommes ici. Donc là, nous sommes dans le domaine où il y a un cisaillement global. Général. C'est un cisaillement général.
Par contre, si vous êtes ici avec une densité relative à 20% et un D sur B qui est égal à 4 ou la 3 ou la 2, hein, ici, vous avez le risque d'avoir un point. Donc là, sur cet abac, on voit clairement que si vous avez un sol qui n'est pas dense, ça veut dire que la densité, elle est faible. Lorsque la densité, elle est faible, ça veut dire que la porosité, elle est très importante. Hein, ça veut dire qu'il y a beaucoup de vide. Donc, automatiquement, vous avez le risque d'avoir un poinçonnement. Ça veut dire que votre semelle, hein, s'enfonce dans ce sol. Par contre, si la densité, elle est très importante, hein, si la densité, elle est très importante, donc automatiquement, hein, le risque d'avoir un poinçonnement, il est pratiquement nul, hein, pratiquement nul, sauf si D sur B est égal à pratiquement 5, hein, qu'angulo D sur B est égal à 5, hein, ça veut dire que l'ancrage, il est beaucoup plus important que la largeur de la semelle. C'est comme si vous avez une semelle qui est très petite. Alors, si la semelle, elle est très petite, donc automatiquement, on peut avoir un poinçonnement. C'est comme si vous posez, par exemple, un stylo. Hein, le stylo, sa largeur, elle est très petite. Par contre, hein, sa longueur, elle est très importante. Donc, si je prends un stylo, j'essaye de l'enfoncer dans un matériau, il sera beaucoup plus simple d'enfoncer un stylo que d'enfoncer, par exemple, une boîte métallique. Et là, Oui, on le voit c'est logique. clairement ici. Donc, d'abord, il faut savoir que avant de faire ces calculs, il faut d'abord s'assurer de quel type de rupture on a à faire. Soit une rupture généralisée, ou une rupture localisée, ou un poinçonnement. Alors, quelques indications d'une manière générale. Hein, d'une manière générale, si nous sommes en présence d'une argile, hein, nous avons un cisaillement qui est global. Parce que tout simplement, lorsqu'on dit argile, ça veut dire que les éléments qui constituent cette argile, ce sont des éléments fins, donc automatiquement, la porosité, elle est très faible. Ça veut dire que c'est un matériau qui est pratiquement très dense, donc la densité relative, elle est très importante. Donc automatiquement, nous aurons beaucoup plus affaire à une rupture globale qu'un poinçonnement ou une rupture localisée. On peut avoir ça aussi pour les sables denses. Kinguru sable dense, ça veut dire que la densité relative doit être supérieure ou égale à 67% minimum. Par contre, pour les sables peu denses ou lâches, hein, là, la densité relative doit être comprise entre 30 et 60%. On peut avoir un cisaillement qui est local. Par contre, pour les sables très lâches, alors Kingulu sable très lâche, ça veut dire que la densité est pratiquement très faible. Hein. Vous voyez ici que la densité relative est inférieure à 30%. Là, on parle de poinçonnement. Alors, rappelez-vous, hein, d'une manière générale, pour les sols fins, tout ce qui est argile et lima, nous avons beaucoup plus affaire à une rupture qui est globale, ça veut dire un cisaillement global. Pour généralement, les sables denses, hein, si la densité relative est supérieure à 67%, nous avons aussi affaire à un cisaillement global. Par contre, Donc, pour les sables peu denses, où la densité relative est comprise entre 30 et 67%, nous avons affaire à un cisaillement local. Par contre, si vous avez un sable qui est très lâche, hein, le risque d'avoir, hein, le poinçonnement, il est très important par rapport aux autres modes de rupture. Donc, ceci dit, hein, ça c'est par rapport aux différents modes de rupture qui peuvent y avoir, hein, dans un sol qui est chargé en surface. Maintenant, sur la base de ce mode de rupture, nous allons essayer de voir comment peut-on calculer la contrainte limite qui est, hein, due, là, qui est calculée, là, qui est induite
par rapport à ce mode de rupture, hein, que ce soit une rupture généralisée ou une rupture locale ou une rupture par un poinçonnement. Quel que soit le mode de rupture, nous sommes obligés et tenus de calculer ou de déterminer cette contrainte limite de la rupture. Sur la base de cette contrainte, nous allons déterminer la capacité portante d'un sol. Donc, si, je ne sais pas si vous avez vu les documents que je vous ai mis en supplément sur la plateforme, il y a un document établi par Roger Franck, hein, c'est sur fondation superficielle. Allô? Oui, oui, je vous entends. J'essaye de vous partager Un lien, là? non, le document de Roger Franck, Document de Roger Franck. Document de Roger. fondation profonde, fondation superficielle, fondation superficielle. Bon, le document, bon, de toute façon. Alors, le plus important. Alors, bon, dans ce document, hein, ce que je voulais dire à partir de ce document, c'est que dans un premier temps, l'ingénieur géotechnicien d'abord cherche à voir la solution, bien sûr, optimale. Lorsqu'on dit optimale, ça veut dire que on répond à nos besoins techniques, mais bien sûr en dépensant moins, hein. Ça veut dire qu'il y a aussi le phénomène économique qui doit être pris en charge aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle, d'une manière générale, pour n'importe quelle structure qu'on veut réaliser, on cherche, bien sûr, à concevoir des fondations superficielles, hein, parce que ça nous coûte moins cher qu'aller à d'autres types de fondations. Et, bien sûr, il devra alors se préoccuper en tout premier lieu de la capacité portante de cette fondation. Alors, qui dit capacité portante de cette fondation, là, on revient à la notion de la contrainte limite de la rupture. Alors, là, il faut faire très attention. La contrainte limite de la rupture, ce n'est pas la capacité portante du sol. Parce que tout simplement, la capacité portante des sols est une fraction seulement de la contrainte limite. Nous, on calcule la contrainte limite de la rupture et on divise cette contrainte limite de rupture par un coefficient de sécurité qui est généralement pris égal à 3 pour pouvoir 3. déterminer la capacité portante. Pourquoi on divise par un coefficient de sécurité qui est égal à 3? Parce que 3, c'est très important quand même. Parce que tout simplement, nous sommes obligés de prendre une mesure de sécurité. Et cette mesure de sécurité, elle est prise égale à 3 parce que tout simplement, on ne maîtrise pas la nature. Un, nous n'avons pas le même sol partout sur le site où on veut construire cet ouvrage. Deux,
nous sommes obligés de prendre des échantillons et faire des essais au laboratoire. Alors, ces échantillons, bien sûr, généralement de taille un petit peu petite, par rapport à tout le sol qui se trouve dans l'assiette. Et aussi, il y a aussi des erreurs qui peuvent être. Il y a du bruit, je ne sais pas chez qui. Oui, non, c'est mon déjà. Il y a du bruit. S'il vous plaît, s'il vous plaît, celui qui a le bruit, ce bruit des petits gamins chez lui. Alors, je disais que nous sommes obligés de prendre une mesure de sécurité qui est due essentiellement aux différentes erreurs qui peuvent être menées au laboratoire, bien sûr aussi par rapport à l'échantillonnage et par rapport à, bien sûr, la représentativité des échantillons au niveau de l'assiette où on veut construire notre ouvrage. Aussi, il faut savoir qu'il que nous prenons généralement les calculs en mécanique des sols, quelques hypothèses qui ne sont pas vraies en réalité. On suppose que le sol est homogène et on sait très bien que le sol n'est jamais homogène. On suppose que toutes les propriétés et les caractéristiques du sol sont isotropes, alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de prendre une mesure de sécurité qui est représentée par un coefficient de sécurité, et ce coefficient de sécurité est égal à, généralement, 3. Donc, lorsqu'on dit capacité portante d'un sol, c'est la charge limite de ce sol divisé par ce coefficient de sécurité. Et ce coefficient de sécurité est égal à 3. Donc, si je veux calculer une capacité portante d'un sol donné, je suis obligé d'abord de calculer sa contrainte limite. Une fois que je trouve cette contrainte limite, je la divise par 3 et j'aurai la capacité portante. Exemple, si je fais un calcul et j'obtiens comme contrainte limite 3 bars, donc la charge limite QL, elle est notée généralement QL, charge limite. Alors, elle est égale à 3 bars. Donc, lorsque je la divise par ce coefficient de sécurité qui est égal à 3, donc ici, la capacité portante de ce sol, elle est égale à 1 bar. Donc, comment peut-on faire ce calcul? D'abord, on prend le cas le plus simple. Là, vous voyez la formulation de la capacité portante. Alors là, vous avez une semelle d'une largeur grand B et d'une longueur petit b qui repose sur un sol à un ancrage D. Regardez ici, D. Et les charges qui sont transmises par cette semelle viennent de la superstructure. C'est ce que vous calculez par le béton par la descente de charge. Ça veut dire que les calculs de béton par descente de charge doivent être transmises par les poteaux aux semelles et les semelles au sol. Alors, ici, avec la charge, avec la contrainte que vous calculez, de ma part, la descente de charge, c'est P. P, c'est la charge. Ou par rapport à petit b, le petit b parce qu'elle est répartie sur toute la longueur, garde la longueur. Ici, si nous avons une charge par rapport à une surface, ça veut dire ici, vous avez une contrainte. Alors, comment nous allons faire le calcul dans ce cas-là pour déterminer la charge limite? Donc ici, nous avons la semelle, elle va transmettre au sol
le chargement qui vient de la descente de charge. Donc, c'est comme si nous avons la surface qui se trouve au-dessous de la semelle, qui est en train de pousser le sol qui se trouve en bas. Alors, si je charge la semelle de plus et en plus, à un certain moment, nous aurons ici une rupture par un cisaillement. C'est comme si vous avez quelque chose qui est rectangulaire, qui est en train de pousser le sol. Si j'augmente la charge, j'augmente, et à un certain moment, je vais cisailler le sol. Alors, s'il y a ici un cisaillement, ça veut dire qu'il y a rupture, et ce cisaillement, allô? Oui, Allô? Vous m'entendiez? oui, oui, oui. Alors, si vous avez ici un plan, le plan de cisaillement, si vous avez ici un plan de cisaillement, alors ce plan de cisaillement peut être calculé comme le cas plus simple. Un cisaillement simple. Pour un cisaillement simple, nous avons taux qui est égal à quoi? Allô? Allô? Allô, allô. Oui? Alors, dans un cisaillement simple, nous avons taux qui est égal à quoi? Sigma, c'est là. Allô. Allô? Oui? Ici, c'est mon cas. Dans un cisaillement, dans un cisaillement simple, taux est égal à quoi? L'effort tranchant, ou la contrainte tangentielle. Taux, elle est égale à quoi? Hein? Est égal à sigma n plus Sigma, c'est c. là. Sigma n plus c. Sigma n, c'est la contrainte normale. C, c'est la cohésion. Il y a la représentation d'un mur coulant. Alors, ça, c'est pour les cisaillements. Alors, ici, c'est la même chose. Alors, tout ce qui est contrainte normale, c'est sigma ZD. Pourquoi sigma ZD? Sigma ZD, c'est R. C'est cette contrainte qui est due à l'ancrage de la semelle. Oui. D, c'est la distance d'ancrage. Donc, le sol qui se trouve au-dessus de cette limite d'ancrage exerce une contrainte normale. وهذه la contrainte normale, elle est notée sigma Z. زايدين لها D pour montrer qu'elle est due à l'ancrage de la semelle. Et elle est égale à quoi? C'est très simple. C'est gamma H, c'est le poids volumique humide du sol, fois Oui, D. pour D l'ancrage. qui est la distance d'ancrage. Ça, c'est la contrainte normale. Alors, ici, la surface de cisaillement, elle est représentée par le SE ou le NC, le NC, c'est un facteur qui caractérise la cohésion, parce que normalement, on a tau est égal à sigma n plus C. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est, c'est la cohésion. Alors, la cohésion ici, ça veut dire c'est la liaison entre les deux plans de cisaillement. Ici, elle était représentée par NC fois SE. Alors, SE, c'est la surface de cisaillement, ou le NC, c'est un paramètre Facteur. qui est calculé par rapport à l'angle de frottement de ce sol. Donc, nous allons voir Hado en détail parce qu'il y a un tableau qui nous donne Hado les facteurs NC, NQ et N gamma. Alors, Gamma, oui. ça c'est la formulation la plus simple. Ça, c'est la formulation la plus simple de la capacité portante. Alors, si on voit la proposition de Terzaghi, qui est beaucoup plus représentatif et qui représente un petit peu la réalité de ce qui se passe. Alors ici, voilà, il y a notre semelle, il y a la largeur نتاعها B, وها هو la charge
hein, de la descente de charge. Alors ici, rappelez-vous que je te comme Goubila, lorsqu'il y a une fondation qui repose sur un sol, il y aura la formulation d'un triangle, un coin, qui est appelé le coin de Rankine. C'est le coin, c'est la partie du sol qui se trouve ici. Elle ne se déforme pas et elle reste collée à la semelle. Alors, c'est comme si vous avez la semelle qui transmet les charges dans les deux sens. Alors, tu vois la moitié là, tu as le triangle là. Alors, de ce côté-là, il y aura la répartition des charges dans ce sens, hein, qui moi, les lignes en discontinu, c'est ce que vous voyez là en discontinu. Et c'est la même chose maintenant en symétrie, hein, c'est la même chose. Donc, on a représenté maintenant en détail qu'est-ce qui se passe. Alors, il y a la contrainte qui est due à l'ancrage, hein, sigma prime D, hein, c'est la contrainte qui est due au sol, bien sûr, fois D. D, c'est la distance, hein, d'ancrage. Donc, c'est comme si, alors rappelez-vous, pour Terzaghi, il suppose que au niveau du triangle, du coin de coulant selon la formulation de Rankine, la semelle, hein, transmet tous les efforts de part et d'autre d'une manière symétrique. Alors, et là, on voit très bien que cette zone est divisée en deux. Regardez, il y a une droite là, hein, noir foncé. Alors, cette droite divise la zone en deux. Vous avez une zone qui est passive, ou c'est-à-dire la zone, elle est active. Parce que tout simplement, pour que la facette de la fondation, lorsqu'elle commence à pousser le sol, donc automatiquement, il fait une rotation. Alors, lorsqu'il fait une rotation, la zone qui se trouve ici, là, elle est contre le sens de la déformation. Ça veut dire c'est comme si elle empêche la déformation. C'est la raison pour laquelle elle est dite passive. Ça veut dire que quand on a une déformation, les efforts doivent soulever la partie. C'est comme si nous allons la soulever. C'est la raison pour laquelle la zone, elle est dite. Hein? Allô? C'est la zone passive. Il y a un gonflement. Un gonflement, un soulèvement. Un soulèvement. Elle sera soulevée, en surface. C'est la raison pour laquelle, quand tu vois les déformations au niveau des structures, tu as le sol de part et d'autre, d'air un rebond. Le sol, il est le niveau initial, ce qu'on appelle les rebonds. Parce que tout simplement, la zone, elle pousse, le sol qui se trouve ici, il sort en surface par la formation d'un rebond. Le rebond, هذا اللي كتشوفوا فيه هنا هذا هو لو روبون هذا شوف النيفو انيسيال هذا وين هذا لي نيفو اللي راهم هنايا اون بوينتيي تشوفوا النيفو انيسيال il est ici en pointillé ياك alors ها هو لو كوان alors هذه لا زون اكتيف هذه ولا زون باسيف هذه alors lorsqu'il y aura un chargement ici la semelle, par le bib, le coin, elle va exercer une pression de côté ou de côté. Alors, lorsque la pression augmente, le sol il a tendance à soulever cette partie. Où tu vois en surface, le rebond. Ça y est? Oui, c'est bon. Alors, la formation du rebond, vous pouvez la faire chez vous, c'est très simple. Revdou le bol d'un sucre, revdou un sucre, et je te le bol fait un sucre, ou revdou caisse, et vous alors, lorsque vous appuyez sur le verre, le verre commence à s'enfoncer dans le sucre. Qui bdel le caisse au niveau du sucre, les côtés, chauffe les bords, le verre, vous allez voir
la formation du rebond. C'est comme si vous avez le sucre qui a tendance à être soulevé. Parce que tout simplement, il y a eu la poussée de la partie active hein, pour que le niveau dépasse le niveau initial et fait la formation de ce rebond. Alors, à partir de là, Terzaghi a donné beaucoup plus de détails sur la formulation de la capacité portante par rapport à la formulation qui existait avant. Ouana, il a proposé, pardon, information. Voilà. Alors, il a proposé 3 propositions ou la 3 formulations différentes. Ça dépend du calcul ou du cas que nous avons. Pour une fondation continue, du type de fondation. Voilà, de type de la fondation. Soit la fondation, elle est continue, ou la rectangulaire, ou la circulaire. Ça y est? Alors, les 3 types, on arrive les fondations superficielles. Ça y est? Oui. Rectangulaire, un carré. Comment? Rectangulaire, oui. 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 Parce que tout simplement, rectangulaire ou la carré, et quitte qu'on rectangulaire ou la carré, ça veut dire le B, la largeur B, elle est égale à L. Quitte qu'on a B, la largeur égale à la longueur, ça veut dire elle est carré. Ça, le cas le plus général, c'est la fondation rectangulaire, qui comme B n'est pas égal à L. Ça va? Oui. Kingolo fondation continue. Allô? السد في التي دي 2 الو Oui. السد في التي دي 2 الاكزو 1 علاش ما خدمناش بهاد لا فورمول خدمت لنا بلا فورمول الاولى Le cas le plus simple. L'exercice. Oui, بصح بابا الاكزو 1 تي دي 2 L'exemple 1. Allô? L'exercice numéro 1. Oui. Oui. ما خدمناش بهذه Oui, oui, je sais, parce que on a demandé de faire l'application du cas général. Ça veut dire la formulation globale. Par contre, les autres exercices, c'est beaucoup plus détaillé et c'est beaucoup plus réaliste parce qu'on vous demande d'utiliser la formulation de Terzaghi. Mais tu vois la différence. Ça y est? Quand tu calcules la formule l'autre ou tu calcules la formule, le résultat n'est pas le même. C'est la même. Ah, ça. N'est pas le même. Voilà. Et là, vous voyez, voilà. Parce que elle dit que c'est général. Elle dit que la formulation là, c'est général. Elle induit à des erreurs. Il n'y a pas de prise en charge des facteurs de correction concernant la cohésion et concernant l'angle de frottement et aussi de la contrainte normale. Ça y est? Parce qu'il y a une seule. La formulation globale, regardez. Regardez. La formulation globale, on suppose que la semelle, elle est en déformation. Par contre, en réalité, c'est ça ce qui se passe. En réalité, il y a la zone, le triangle, il n'est pas déformable. La déformation, elle est de part et d'autre. La déformation, elle est de part et d'autre. C'est la raison pour laquelle, par la formulation des rebonds. Parce que physiquement, lorsqu'il y aura un chargement d'une semelle, tu ouvres de part et d'autre de la semelle qu'il y a un rebond. Donc, s'il y a un rebond, c'est comme si vous avez cette formulation. ما عندكش هذه لو كان عندنا هذه ça veut dire que la semelle elle fait une rotation هذه كاع la semelle هنا كاع تدور alors que c'est pas vrai la semelle elle se déforme oui mais ça pas en rotation et elle se déforme
d'une manière verticale. Ou cette déformation, c'est ce qu'on appelle tassement. Et c'est ce qu'on calcule. Mais quand je déformation rotationnelle, hein? Oui, هذه هي ما كانش روتاسيون. Donc c'est la raison pour laquelle ce que nous utilisons pour les calculs, c'est la formulation. Alors, si vous avez des fondations continues, fondation continue, ça veut dire semelle filante. Vous avez une seule semelle qui va reprendre plusieurs poteaux. Ou là, avec un mur voile, un mur continu. Alors là, la charge limite, elle est égale à C'NC plus sigma prime ZD fois NQ plus 0,5 gamma prime B N gamma. Et elle dit, pour les semelles continues. Qui ultime, ça veut dire que c'est la charge limite. Ça y est? J'ai la capacité portante. Elle dit c'est la charge limite. Non. Alors, qui n'a pas la charge limite, on la divise. On la divise par le coefficient de sécurité qui est égal à 3. Nous avons la capacité portante. Ça y est? Ce qu'on appelle Q adm ou la admissible. C'est la contrainte. Q admissible, oui. Voilà. Oui, ça y est. Alors, pour les fondations carrées ou la rectangulaire, vous avez cette formulation. Pour les fondations circulaires, la dernière formulation. Alors, Q ultime, c'est la charge limite. C', c'est la cohésion effective. Sigma prime ZD, c'est la contrainte effective qui est due à l'ancrage de la semelle. Ou gamma, ça c'est le poids volumique déjaugé. B, c'est la largeur de la semelle. Alors, NC ou NQ ou N gamma, ce sont des facteurs correctifs. Ça y est? Les facteurs ce sont les facteurs de capacité portante. Alors, il y a un tableau, les valeurs de Terzaghi, ou les valeurs de Vésic. Bon, mais quelle différence كبيرة oui. Vous avez une seule semelle qui va reprendre plusieurs poteaux. Ou là, avec un mur voile, un mur continu. Alors là, la charge limite, elle est égale à C'NC plus sigma prime ZD. Allô? 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 Problème de connexion. Vous m'entendiez? Allô? Allô? كونتيني نسمع. راك تسمعوني؟ انا نسمع. حسبناك استاذ نسمع نكمل. قلنا بالك بوزو لي كيسيون ولا؟ حتى احنا انا جو بونسي كيل يا اون كيسيون. نو جو بونس با مسيو بالك كان فيديو كان يشرح صاحبه ولا؟ هذه هي باسكو قاعد نسمع الهضره سي اون كيسيون ساعه ما بون الوغ اون كونتينيو. قلنا ces facteurs NC, NQ, N gamma, hein, ce sont les facteurs de capacité portante et qui sont donnés par le tableau, que ce soit de Terzaghi ou les de Vésic. Bon, il n'y a pas une grande différence. Et ils sont calculés ou la donnée par rapport à l'angle de frottement du sol. Maintenant, vous voyez ici, vous avez l'angle de frottement de 0, bon, parce qu'on a diapomètre fait tout le c'est de 0 à 11. Ou il y a les valeurs de NC, ou de NQ, ou de N gamma. Ça y est? Oui.
Oui. On peut avoir هذا كاين اللي دايرين طابلو كاين اللي دايرينهم ثاني sous forme de d'ABAC, hein, la variation تاع NC ou la NQ, N gamma en fonction de l'angle de frottement. De toute façon, ce sont des valeurs qui sont, bien sûr, qui sont données, ils sont calculés sur des valeurs, c'est des mesures empiriques. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'essais pour pouvoir déterminer les valeurs. Okay. Donc, qui a le cas, tu as une fondation soit rectangulaire ou la carré, une fondation circulaire ou une fondation continue. Alors, Visick, hein, les années 75, il a proposé une formule, hein, d'une manière générale. Le calcul d'une fondation d'une manière générale. Alors, هادو اللي كتشوفوهم هنا راني دايرهم من كاري جون ياك هادو هما لي فاكتور كوريكتيف. هادو هما لي فاكتور كوريكتيف. شوفوا لا فورمول جلوبال elle reste la même chose. CNC ياك plus sigma prime ZD NQ plus 0,5 gamma prime VN. C'est la même chose. Sauf que زادوا لها لي فاكتور كوريكتيف S, D, I, B ou G. Alors, هادو شوف كاع فيهم C parce que ça concerne le facteur la cohésion. هادو كاع فيهم Q parce que ça concerne la charge. وهادو كاع فيهم gamma parce que هنا ça concerne le poids volumique. C'est la même chose. هادو les facteurs S, D, I, B, G. C'est juste pour corriger هادو les facteurs نتاع cohésion ou la charge ou le poids volumique. Alors, S, c'est le facteur de surface. Ça veut dire la surface du sol qui sera. Qui compte la surface horizontale, S égale à 1. C'est-à-dire, les facteurs qui comptent les temps normal. Ça veut dire que a un ancrage normal, une surface horizontale, la charge, elle est verticale, mais inclinée. La base de la semelle تاني تكون horizontale ماشي inclinée ولا le sol lui-même هو ماشي incliné هادو كي ديروهم كاع 1 1 1 ياك توليو لا فورمول الاولى هذه تاعنا نوليو لا فورمول تاعنا هذه نوليو لهذه لا فورمول صحيح alors لو كان باغ اكزومبل هذا هنا نوليو لهذا ليكزومبل لو كان باغ اكزومبل هذا لو سول اللي راه هنا ياك il n'est pas horizontal, qu'elle est inclinée. تخيلوا انتم عندكم انا terrain en pente. ياك. Alors كي يكون عندك terrain en pente la charge polyvalente sur la formule. Alors lorsque le terrain n'est pas horizontal, ها هو le facteur d'inclinaison du sol, ça veut dire هذا le G, هذا G, GC ou GQ, G ou G gamma, mais يكونش égal à 1. Oui. Ça y est? Il n'est pas égal à 1. Il est calculé par rapport à l'angle d'inclinaison du sol. Ça y est? Ou bien sûr, il y a oui, les formules de calcul de bon. Donc, c'est comme sous forme de comme un tirage, vous savez. Tu as les différentes formules qui vous permettent de calculer le S ou le D ou le I ou le B ou le G. Ça y est? Ce sont des cas particuliers. Ça veut dire que la surface, mettre conche horizontale, l'ancrage, met conche vertical, la charge, elle n'est pas verticale, trader inclinée, ou la base est aussi inclinée, ou le sol lui-même, il est incliné. Dans ce cas-là, nous sommes obligés de passer au calcul dans les cas particuliers en utilisant les différents paramètres S, T, I, B, G. Alors, pour le calcul de la contrainte admissible, là, que ultime, c'est la charge limite, hein, que nous avons calculée par les différentes formules de Terzaghi. Et la contrainte admissible, elle est notée Q admissible, et elle doit être divisée par F, un coefficient de sécurité. Pour les fondations, ce coefficient de sécurité
est égal à 3. Pourquoi? Parce que tout simplement, عندنا un degré d'incertitude, que ce soit dans l'échantillonnage ou la mesure qui est. Il y a aussi un problème d'importance de la structure et les conséquences de la rupture, et aussi la probabilité d'occurrence de la charge de calcul. Donc, d'une manière générale, ce coefficient de sécurité est égal à, il est pris égal à 3. 3. Des fois, il y a certains ingénieurs, qui peuvent prendre ou qui demandent, par exemple, ils doivent de 2,5 ou 3,5 ou 4. C'est pour des ouvrages un petit peu spécifiques. Les barrages. Oui, il y a un ouvrage comme un viaduc ou un barrage, ce n'est pas la même chose qu'il y a regardez ici, qui a un R+4 qui est destiné aux appartements ou là au bureau. Ce n'est pas la même importance de l'ouvrage. Ou là, ce n'est pas les mêmes conséquences. Vous pouvez avoir une rupture, un bâtiment, et peut-être qu'il n'y aura pas de perte humaine. Mais ça, si vous aurez une rupture dans un barrage, là, soyez sûr qu'il y a une catastrophe. Donc, les conséquences peuvent aussi influencer le choix du coefficient de sécurité. كاين ingénieur 3,5 ولا 4 وكاين لي انجينيور شويه قافز يقول لك لا نرفد انا غير 2 et je dois bien sûr assurer aussi les conséquences. Donc il faut faire très attention dans le choix du coefficient de sécurité. Mais d'une manière générale, on le prend égal à 3. Est-ce que c'est clair? Oui. Continue. Oui, pour le moment, oui. Alors, une fois que nous avons déterminé... Comment? Allô? 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 أنا سمع فيك شيء. Allô? Allô? وي شيخ سمع Oui, فيك. Oui, يعني يسمع لك، يعني يسمع لك. ما مشي كسيو ما عرفتش. Allô? Vous avez des questions? ما مشي. Oui? ما الشيخ ما كاش محال. ما كاش لي بوزي كيسيون. ما كانش des questions? لا ما كاش لي كيسيون. أي صح. Alors, bon, ceci dit, ça se concerne le calcul de la charge limite et aussi la détermination de la contrainte admissible. Ça y est. Alors, on va calculer la contrainte admissible, que ce soit pour une semelle isolée ou des semelles continues ou des semelles circulaires. Alors, oui. bon, Gunna aussi, rappelez-vous qu'il y a 3 types de fondations d'une manière générale. Ok. Nous avons les fondations superficielles et nous avons les fondations profondes et les fondations semi-profondes. Bien sûr, Oui. les 3 types sont caractérisés par le rapport D sur B. Ça veut dire l'ancrage par rapport à la largeur de la largeur. De la semelle. Alors, pour les fondations superficielles, nous avons aussi 3 types. Nous avons soit des semelles isolées. Des semelles isolées, ça peut être une semelle carrée ou la circulaire. Nous avons aussi des semelles continues, qui sont des semelles continues,
Alors, semelle continue, ça peut être une seule semelle qui va prendre plusieurs poteaux, ou là, cette semelle doit prendre un mur, hein, qui est moi le cas, les murs de soutènement. Voilà. Ou là, nous avons aussi les radiers. Les radiers, c'est une dalle renversée. Hein, un radier, c'est une dalle renversée. Oui. Alors, et à titre de rappel, un exemple d'une semelle isolée. Vous avez le poteau ici, il y a la semelle qui est à peu près carré. Pardon. Alors, voilà les autres types les semelles isolées. Alors ici, elle est carrée parce que tout simplement, la largeur, elle est égale à la longueur. Hein? B, elle est carrée. Ici, elle est rectangulaire parce que vous avez la largeur qui est B, où il y a la longueur L, ou les autres cas, d'une semelle isolée, hein, c'est le cas d'une semelle circulaire. Ça veut dire que vous avez le diamètre de la semelle qui est égal à B. Hein? Alors, voilà une semelle continue. Vous avez une seule semelle qui prend en charge le mur. Hein? C'est le cas du mur de soutènement. Alors ici, un autre exemple, la liaison entre deux semelles isolées. Alors, vous avez une semelle de rive, regardez le poteau Werra, شوفوا ما راحش في le centre. Hein? Vous avez il est excentré. Là, j'ai le côté jump. Là, vous avez la semelle mitoyenne. Donc, entre ces deux semelles, hein, la liaison entre ces deux semelles, hein, elle est assurée par cette poutre. Vous voyez la poutre qui est moi, hein? C'est une longue grille. Donc, la liaison entre les semelles se fait par une longue grille. La longue grille, elle se trouve dans les sens. هذا l'exemple غير تاع زوج تاع les semelles. لو كان عندكم عاود une semelle ici, تعاود تجبر une longue grille dans ce sens. Et ainsi de suite. صحيح؟ Oui. Alors, هاي اللي كنا نهضروا عليها. هنا c'est l'ancrage ou la réalisation d'une semelle. Alors, généralement, ce qu'on fait là, pour réaliser une semelle isolée, qu'est-ce qu'on fait? Le terrain naturel. Et qu'est-ce qu'on fait? On creuse un trou, ومن بعد نحطوا الفراياج نتاعنا ونديروا نكوليو البيطون sous une forme carrée ou la rectangulaire ou la continue pour avoir la forme voulue نتاع la semelle نتاعنا. ياك هذه بصح هنا لي دو بور هنا ما كانش كوفراج ديرتهم مع الصور ياك هذه si la semelle elle est ancrée sur le sol. Si vous voulez réaliser une semelle qui repose sur un sol, vous êtes obligé d'utiliser un coffrage. Et ce que vous voyez là assuré, c'est le coffrage. Là, la semelle, هذا هو اللي هنا راه البيطون رمي هذا كاع وها هو le sol. هذه c'est une semelle qui repose sur un sol. وهذه c'est une semelle qui ancrée le sol. صحيح؟ هذا هو l'exemple تاع هذيك لا فوتو اللي وريتها لكم في الاول. ها هي regardez. راك تشوفوا ها هو le terrain naturel ياك. regardez la semelle elle repose sur le sol. ها هو راك تشوفوا الكوفراج وين راه. Ça veut dire que la semelle elle est réalisée en surface, fougue le sol.
ماشي حفرنا حفره وعمرناها ببيطون ارمي باش نديروا لا سومان صح. وي الور اوه شو هذا الور مش pourquoi ça ne tient pas je ne sais pas qu'est-ce qui est-ce que vous voyez هكا خير مليح هذه وي باهي ها تبان مليح سي بون الور سي بون تبان هكذا خير. وي Alors, regardez, هادو pour les semelles isolées. Alors ici, il y a la représentation dans les différentes formes d'un radier général. Hein. C'est la photo que vous voyez ici à droite. Regardez. Alors, c'est un radier qui fait plusieurs poteaux. Ce que vous voyez ici en noir foncé, hein, c'est la disposition des poteaux. Ça y est? Alors, c'est la coupe de Hadi. Hadi, c'est la vue en plan. Ou Hadi, c'est la coupe. La même chose ici. C'est un radier nervuré. Je vous les nervures وراهم. C'est nerveux. C'est-à-dire c'est des poutres renversées. Ce que vous voyez ici, c'est des nervures. C'est comme si vous avez des poutres renversées. Ici, هذا هنا تبان لكم باللي هذا وهذا كيف. Alors qu'en réalité, non. هذا le radier هنا فيه des vides. هذول اللي تشوفوا فيهم هذول les pointillés, ça veut dire là c'est des vides. كاين des poutres qui relient كاع les poteaux هادو هاك في هذا le sens وفي هذا le sens وهنا هذا pour des raisons économiques باش ما نخسروش بيطون بزاف نديروا des vides صحيح وها هي لا كوب تاعها. هذا c'est un radier هذا c'est un radier كيما هذا ياك sauf que regardez هنا les nerveux راهم à l'intérieur صحيح. شوفوا لي نيرفور هنا راهم في الكوتي با alors que هنا لي نيرفور راهم في الكوتي او صحيح. الو الو وي وي Non, c'est bon. alors وهنا هذا c'est un radier avec un sous-bassement. alors هنايا c'est un sous-bassement كاين هنا un sous-bassement تاع فيد سانيتير ياك ومن بعد نعاود نطلعوا لي بوطون تاعنا ولا سوبرستركتور صحيح. ايوه الو اسكو سي كلير. سي كلير ماشي كلير. alors نروحوا ل Monsieur, donc les nervures, ça sert à quoi? Hein? Les nervures, ça sert à quoi? alors c'est pour rigidifier, c'est pour augmenter la rigidité تاع الراديer صح باش par exemple كي نكالكوليو حنا لو راديer نكالكوليو sa largeur. des fois les charges يكونوا beaucoup plus importantes alors طيحنا la largeur نتاع الراديer par exemple 50 ou 60 cm. ça veut dire ça va nous coûter très cher. Pardon. alors pour éviter ou pour réduire هذه la largeur تاع 50 ou 60 cm utiliser les nervures. ça y est c'est comme si vous avez très bien. une poutre ou فيها plusieurs appuis. ça y est Très bien, d'accord, merci. alors ici bon ça concerne beaucoup plus les fondations superficielles. هذوما les différents types ou le calcul de la fondation superficielle c'est la même chose. Hein? c'est à partir de la charge limite. Quitte calculer la charge limite, vous allez déterminer la contrainte admissible. Une fois que vous allez déterminer la contrainte admissible, vous allez pouvoir jouer sur le facteur HADAC B pour avoir la largeur de la semelle. Ça y est. Alors, ça concerne le chapitre des fondations superficielles. Alors, pour le chapitre 3, les fondations profondes, قلنا باللي هذا ما عندناش الكل تاعه. الو كل تاع شفنا هذا الكل استاذ ما عندناش. il est sur la plateforme.
السيد ما بغاش يطلع لنا. لا بلاصه Hein? كان في Allô بروبليم. Il est sur la plateforme. Allô? Allô? وي مسيو Comme il est sur la plateforme. Il est sur la plateforme depuis. Attendez. Une minute, s'il vous plaît. وي وي Il est mis sur la plateforme. راه تعرف هكا صافي 3 mois ولا attendez. Voilà, ها هو le compte نتاعي sur la plateforme. ياك. Alors, ها هي Fondation Ouvrage Géotechnique. وي. Alors هنا ها هو. Alors ها هو هذا TD1 وبعد Fondation Superficielle. ياك. وبعد chapitre 2. ها هو. Il est mis من 4 افريل حتى ل 10 افريل. ها هو chapitre 3 هذا هو. الو وي مسيو سي شتي. دخلتوا لا بلاتفورم عندكم لاكسي لا بلاتفورم؟ لا الشركه كان فيها بروبليم في البدايه. جو نسي با. الميساج ما كانش يعاود ليه. ما قدروا البلاتفورم. الأغلبية ما دخلولاش أستاذ ما عرفنا. الأغلبية ما دخلولاش ما عرفناش. صح معليش صح. بون الوقت أستاذ تقد ترسل ترسلنا في الايميل ولا كيما خير. أستاذ تقد ترسلها لنا في الإيميل أستاذ هاد الكور. كيفاش؟ الشيخ أستاذ ترسلها لنا في الكور. الجروب؟ وي في هذيك لابوت ميل كوما. جروب بلي فاسيل بعد باش Je vais l'envoyer à mademoiselle بنات. هي الديليغي تاعكم. وي هي الفا ديسباتشي لكم. صح؟ داكور شيخ. وي صح. بون دون سكالا سما الا كان مازال ما شفتوش اون بو با باسكو الا كان هكا خصني نديرو كاع لا سيونس كومبليت. ماذا بك الشيخ؟ باسكو استاذ حصلنا في التدي ما نكذبش عليك استاذ كان واحد الصوالح ما فهمناهمش في كي ليكزود سيرتو ليكزود 2 اللي فيه طاسمون تي دي 2. تيليشارجينا بزاف لي كور. استاذ فيه مام ان غراف ما عندناش كي تجي تبدل الاي باش دير زاد سور بي خصك ان غراف ما عندناش استاذ هذيك لا كورب. مش عارف صح معليش. شوف صح معليش. شوف بون pour Fondation Profonde ou pour TD صح تكون ندير لكم une autre séance ان شاء الله. صح pour هذا لو chapitre نتاع Fondation Profonde ياك on va se programmer pour lundi prochain inchallah le même horaire ان شاء الله à 15 heures ان شاء الله صح ان شاء الله TD donc ندير لكم une autre séance au cours de cette semaine ان شاء الله صح ان شاء الله. جو في انفورمي مادموزيل بنات باش تعاود تقول لكم وقتاش نديروها ان شاء الله سور زوم. وي صحيح داكور. وي اسكو vous avez des questions سي كلير. Non pour l'instant non صح نو مسيو نو. Alors, sur ci, on s'arrête ici et à la prochaine fois, Inch'Allah. استاذ لي زيكزامان ما قالوش وين تاو لي زيكزامان مازال ما قالوش وين تاو ولا نقراو ومن بعد لي زيكزامان ساهل الحال. نقراو ومن بعد ان شاء الله ساهل الحال. صح
أي إن شاء ان الله. شاء الله. أي السلام ان عليكم. شاء الله استاذ، يعطيك الصحه، بارك الله فيك. السلام عليكم. يعطيك الصحه، بارك الله فيك. السلام عليكم.